La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, il y a du nouveau dans la palpitante histoire de l'arrestation d'El Mayo. Je pense qu'on en parle beaucoup, hein? C'est devenu une chronique concernant presque uniquement Ismaël Zambada Garcia, et pour cause. Tous les médias de la planète continuent à en parler à chaque jour depuis son arrestation jeudi dernier. Et là, deux journalistes pour qui là, j'ai beaucoup d'admiration, Juan Alberto Cedillo puis Yohan Grillo, deux journalistes qui sont basés à Mexico, qui collaborent énormément, entre autres avec le New York Times, mais qui font aussi du journalisme indépendant très bien vérifié, vont nous apprendre des détails que l'on ne soupçonnait pas, je te dis. Alors, replaçons le jeu. Hein. On sait que jeudi dernier, à 7h55, il y a un aéronef, un Beechcraft de modèle King Air, qui a quitté la piste d'Hermosillo, une petite ville dans l'État du Sonora au Mexique, pour un trajet de 2 heures, qui l'a amené finalement dans un aéroport du Nouveau-Mexique, mais à la frontière là, du Texas, tout près d'El Paso, au Mexique, aux États-Unis. À bord, il y avait El Mayo, Ismaël Zambada Garcia, et aussi le fils de Chapo Guzman. La théorie principale, c'est que le fils de Chapo Guzman a leurré El Mayo dans un piège, puis a décidé de livrer El Mayo aux autorités américaines. Pourquoi? Pour bénéficier de certains privilèges humanitaires ou réductions de sentence, entre autres, pour lui et son frère qui a été extradé aux États-Unis en 2023. Alors, jusqu'à hier soir, on pensait que cette histoire-là commençait à Hermosillo dans le Sonora, mais elle ne commence pas là du tout. Selon les deux journalistes que je te cite, on sait comment El Mayo a été leurré bien avant l'épisode d'Hermosillo. Au fond, El Mayo devait se rendre à Culiacán. Culiacán, c'est le chef-lieu, la capitale de l'État du Sinaloa, d'où origine, bien sûr, le cartel de Sinaloa. Alors, il devait y rencontrer des docteurs parce qu'il souffre d'un cancer. Il avait des rendez-vous médicaux. Et Guzman Lopez, le fils d'El Chapo, lui planifiait, au fond, déjà de le trahir et de faire de sceller cette entente-là avec les États-Unis. Donc, il l'a convoqué à une réunion. À cette réunion, il devait y avoir lui-même, le fils d'El Chapo, mais aussi un politicien très important à Culiacán, c'est-à-dire le maire de la ville, qui est aussi un élu mexicain à la Chambre des représentants. Alors, El Mayo se présente dans cette résidence qui s'appelle Huertos de Pedregal, une communauté résidentielle, et c'est un homme armé qui l'attend. Donc, embuscade, El Mayo va être pris, au fond, par 4 gardes du corps. Et là, ces gardes du corps-là signe que cette version du journaliste Grillo tend à se confirmer, c'est que pour l'instant, ils sont introuvables. On présume qu'ils sont morts. Il y a un autre assistant personnel d'El Mayo qui, lui, était dans un véhicule blindé pas loin de la scène, qui a réussi à s'échapper. Et après ça, on a amené El Mayo 35 km plus loin dans un ranch de Lazareto. Et c'est là qu'il aurait été forcé à monter dans un premier avion. Ou était-ce le même? En tout cas, faire un premier trajet d'avion qui l'aurait amené à Hermosillo, tu vois. Et cette version des deux journalistes concorde avec les affirmations de l'avocat de M. Ismaël Zambada Garcia, Frank Perez, qui a confié au Los Angeles Times que son client avait été leurré, tombé dans une embuscade, frappé au sol, menotté, cagoulé par 6 hommes en habits militaires, en treillis militaires. Ça commence à avoir un peu de concordance avec ce que l'on voit présentement. Et il y a une autre nouvelle dans ça qui fait beaucoup jaser au Mexique. Le politicien, le maire de Culiacán, qui devait être rencontré par El Mayo, qui, je te rappelle, a un budget d'1 million de dollars par année pour corrompre les autorités. Ben, plus présentement, il est introuvable. Il est porté disparu. Alors, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? On se pose beaucoup de questions autour de cette affaire-là. Et il y en a une cardinale que l'on se pose aussi. Et encore peut-être plus importante que le reste, que les Mexicains se posent, qu'au bureau d'AMLO, là, on se pose
cette question-là devient centrale. Tu sais que cette opération-là s'est faite dans le dos des autorités mexicaines. Ils n'ont jamais été au courant. Jamais. Ouais. Zéro. Mais en même temps, comme tu le dis si bien, Félix, là, il y a de la corruption à tellement de niveaux là, dans l'organigramme étatique du Mexique que quelque part, c'est peut-être normal qu'il n'en ait pas parlé s'il y avait peut-être peur qu'il y ait une fuite, justement. Oui, mais moi où je vais ça, je le comprends, je le conçois, je concède et les policiers le concéderaient sûrement autant. Là où je t'amène, c'est ailleurs. Quiconque est un peu sensibilisé à l'état de droit serait extrêmement préoccupé qu'à terme, on apprenne que la DEA, le département de justice américain et le FBI ont sous-traité l'arrestation d'un seigneur de la drogue à un autre seigneur de la drogue dans un pays qui n'est pas le leur. Écoute, c'est possible. Rappelle-toi l'épisode des contrats au Nicaragua. Rappelle-toi tous ces épisodes dans la politique de l'arrière-cour américaine. Mais c'est parce que là, puis c'est des journalistes qui couvrent énormément là, ces questions-là, qui en parlent beaucoup. Ça fait l'objet d'éditoriaux aussi dans le Wall Street Journal. Ça a fait l'objet d'un éditorial dans le Wall Street Journal hier. Est-ce que c'est vraiment là où on se dirige, là, les Américains? Ça se peut. Puis est-ce que, tu sais, il faut mesurer il y a aussi notre morale qu'on mesure dans ça en se disant, est-ce que tu peux tout faire pour aller arrêter El Mayo qui fournit en fentanyl les États-Unis? Ben, ta morale est portée à dire oui. Est-ce que tu peux, par contre, sous-contracter cette arrestation-là à un autre trafiquant de drogue? Ta morale est peut peut-être te dire oui aussi, mais les lois peuvent te dire, je suis pas sûr. Tu vois, c'est pour ça qu'on en parle énormément de cette affaire-là. Ça commence à être très, très tentaculaire, si tu veux. Ouais, puis c'est très américain, je vais le dire, ça, Félix. C'est quand même très... Il n'y a pas beaucoup de pays là, comme ça qui peuvent juste intervenir quelque part dans un autre pays ou juste mettre leurs pattes. C'est comme évidemment eux. Puis, tu sais, il y a peu de répercussions. Moi, tu vois, l'événement qui me vient toujours en tête, c'est l'assassinat qu'ils sont allés faire d'Osama Ben Laden au Pakistan. Ils ont prévenu le Pakistan à quoi? 5 minutes d'avance? Ils ont dit, hey, en passant, on s'en vient assassiner quelqu'un sur votre territoire. Arrêtez pas nos hélicoptères. Merci. Ouais. Je veux dire, quel autre pays sur la planète peut faire comme ça des stunts du genre? Pas beaucoup, Félix. Ouais. Puis justement aussi, dans la question de la politique de répression des drogues, puis de la politique antidrogue américaine, puis de la création de cette agence de la DEA aussi, ça a été créé pour combattre un énorme fléau qui est maintenant impossible à endiguer aux États-Unis. La DEA s'est impliquée presque politiquement dans justement dans les politiques antidrogue de plusieurs pays qui avaient dont la Colombie, dont le Pérou, dont l'Équateur, dont la Bolivie, qui avaient de la difficulté à eux-mêmes accoucher de ces politiques-là. Mais surtout au Mexique, faut pas oublier une chose, un des fondateurs du cartel de Sinaloa, en fait, qui avait supervisé la fondation du cartel de Sinaloa, parce que Sinaloa, c'est un peu une scission entre certains membres qui collaboraient au cartel de Guadalajara, qui sont allés créer le cartel de Sinaloa. Et dans ce fameux cartel de Guadalajara, il y avait Félix Ángel Gallardo, qui est Don Félix Ángel. C'est celui qui a commandé le meurtre de l'agent de la DEA, Kiki Camarena, au Mexique. Un agent qui a été torturé pendant des jours, qui est mort de façon horrible, et la DEA a aussi juré vengeance. D'ailleurs, Don Félix a été arrêté quelques années après, puis c'est pas une belle fin. Mais tu vois, ils sont la DEA puis les Américains sont mus par une forme d'esprit aussi de venger là ce que les trafiquants de drogue, peut-être avec raison, là, je te le dis comme on le voit là, mais ouais. Ce que les trafiquants ont fait à leurs propres employés fédéraux. En terminant rapidement, il y a une affaire qui nous préoccupe ici aussi au Québec. Là, c'est à Saint-Jérôme, c'est arrivé. Agression armée puis qui implique malheureusement encore des mineurs. Oui, c'est ça. Quand ce sont des mineurs, on a tendance à en parler beaucoup à l'école La Source. Bon, il n'y a pas d'école présentement, mais c'est quand même dans la cour d'une école, près des boulevards de la Salette et Maisonneuve, à Saint-Jérôme. Selon les informations du Journal de Montréal et de l'agence QMI, il y a une des victimes qui aurait été écrasée par un véhicule. On ne craint pas pour sa vie. Il a été transféré à l'hôpital. Et il y a 4 individus, dont 3 mineurs, qui ont été arrêtés en lien avec cet événement-là, qui selon toute vraisemblance, là, vient après
après une transaction de drogue qui tourne mal. Alors, je voulais juste te le mentionner en terminant, là, qu'il y a encore une agression qui implique de très jeunes gens. Ben, pas de très jeunes gens, mais des mineurs. Ouais. Félix, merci de suivre ces dossiers-là pour nous. Merci, au revoir.